Ah, bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Je suis Gouzane Daounou depuis Paris. Je voudrais faire ce petit bout de live avec vous pour vous faire un petit point d'actualité internationale, nationale. On va parler un peu des géopolitiques un peu. Pour ceux qui se connectent, je vous embrasse très fort. Je salue chacun d'entre vous, bien fraternellement. Actualité internationale, le président des États-Unis, Joe Biden, autorise l'Ukraine à utiliser les armes fournies par les États-Unis sur le sol russe. Ça veut dire que la guerre est en train de se mondialiser. Les États-Unis, donc Joe Biden, le président américain, autorise l'Ukraine à utiliser les armes américaines sur le sol russe. La Russie est une puissance nucléaire. Et si les armes américaines qui sont sophistiquées sont utilisées sur le territoire russe, la Russie, bien évidemment, va riposter, elle va se défendre aussi contre ces armes. Donc, ça veut dire que la guerre est en train de prendre une autre proportion. On espère que les décideurs de ce monde, la sagesse va les animer. Parce que bon, l'idée de dire qu'il y a trop de monde sur la Terre et qu'on devrait imaginer, penser à je sais pas, maîtriser le quota des personnes sur la Terre, cette idée-là n'est pas la mienne. Je ne défends pas cette idée. Je pense que la Terre, c'est qu'elle soit ronde ou plate, peu importe. Mais on ne se marche pas sur les pieds pour autant. Il y a de l'espace et on peut continuer encore à vivre ensemble. Il n'y a pas de raison à penser que il faut limiter le nombre de personnes sur la Terre. La Chine, qui compte des milliards d'habitants, en Chine, on ne se marche pas sur la tête, on ne se marche pas sur les pieds. Donc, je pense que, à mon sens, hein, cette formule n'est pas la mienne. Voilà. Donc, pour vous dire que, pour certains d'entre vous qui m'avez écrit, ce qui se joue en Ukraine, c'est pas que l'Ukraine. La guerre entre l'Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est aussi, il faut comprendre, quand je parle des géopolitiques et de géostratégie, la guerre, elle est économique. La guerre, elle est économique. On fait pas la guerre parce que on fait la guerre parce qu'on vend des armes. On fait la guerre parce qu'on vend des munitions. On fait la guerre parce qu'on vend des avions. On fait la guerre parce qu'il y a des marchés, des reconstructions derrière. Donc, la guerre, elle est d'abord économique. Et la question que tout citoyen doit se poser, c'est à qui profite la guerre? Pour comprendre d'abord le contexte même de la guerre, à qui profite la guerre? Il y a eu la Première Guerre mondiale. À qui a profité la Première Guerre mondiale? Et ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. À qui a profité la Deuxième Guerre mondiale? Et aujourd'hui, on est presque dans la Troisième Guerre mondiale parce que la guerre s'est déjà mondialisée. La guerre qui commence en Ukraine et qui arrive à Gaza, avant même d'arriver à Gaza, la guerre en Ukraine, qui a des débouchés sur des crises dans le Sahel avec les djihadistes et autres. Après, aujourd'hui, on est à Gaza. Demain, on sera où? On sera un peu partout et la guerre sera mondialisée. Et quand tu entends ça, moi, je me pose la question, il faut que la masse critique, puisse poser la question aux dirigeants. S'il y a la guerre, est-ce que eux, leurs enfants vont mettre les bottes et les treillis et prendre des armes pour aller au front? S'il y a la guerre, est-ce que les dirigeants eux-mêmes, ils amèneront leurs enfants au front? S'il y a la guerre, est-ce que leurs femmes et leurs frères et cousins qui profitent de toute la largesse et des tapis rouges iront au front? Donc la guerre, c'est des massacres de population. La guerre, c'est de la désolation. La guerre, c'est des personnes fragiles
qui vont payer le prix lourd, parce que les personnes qui auront les moyens vont se mettre à l'abri. Ceux qui n'ont pas les moyens n'ont pas les moyens de se mettre à l'abri, donc c'est eux qui vont en pâtir. C'est pourquoi moi j'ai toujours appelé à la paix. Je pense que on est capable de construire la paix et faire l'économie de la guerre. Parce qu'après la guerre, on passe à un processus de paix. Mais comment des dirigeants qui parlent de processus de paix, qui font des jeux 20, des jeux 5, des jeux 7, des jeux 21, qui font des sommets pour dire on va penser le monde, on va penser l'universalisme. Et puis, ils ne sont pas capables de trouver des résolutions pour arriver à la paix et éviter la guerre. Malheureusement, ils vont tous, tout le monde y va, tête baissée, tête foncée, on va à la guerre. Mais on va à la guerre pourquoi? À qui profite la guerre? La guerre ne profite pas au peuple. Que ce soit les peuples ukrainiens, que ce soit les peuples palestiniens, que ce soit les peuples israéliens. La guerre ne profite à personne. La guerre ne profite à personne. Parce que les bombes sont larguées. Les bombes sont larguées, ça tombe soit sur une ville, ça tombe sur un pays. Et puis, c'est pas, il n'y a pas de villes constituées uniquement que des personnes qui sont pour la guerre et des villes constituées uniquement que pour des personnes qui sont pour et contre la guerre. C'est tout le monde qui vit ensemble. Donc, on va arriver à la fin, après la guerre, on va arriver à un processus de paix. Et si on commençait par la paix pour éviter la guerre? Donc, essayons, je pense que l'intelligence, nous, en tout cas à notre niveau, nous, en tant que des simples citoyens, en tant que des simples personnes, en tant que des personnes, comme on dit, du bas peuple, si on arrive à croire à la paix, ce n'est pas les dirigeants qui ne vont pas croire à la paix. Ce n'est pas ceux qui ne souffrent pas qui ne vont pas croire à la paix. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas de problème de facture qui vont pas croire à la paix. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas de problème de nourriture qui vont pas croire à la paix. C'est le pauvre qui n'arrive pas à manger 2 repas par jour, 3 repas par jour, qui n'arrive pas à se soigner correctement, qui n'arrive pas à se vêtir correctement, qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins quotidiens correctement. Si le pauvre arrive à penser à la paix, je pense quand même que le riche doit avoir un peu d'humilité et de dire, mais tiens, celui qui n'arrive pas à manger, lui, il parle de la paix. Et moi qui mange à ma faim, moi, je parle de guerre. Voilà la différence. On est dans 2 mondes. Le monde de ceux qui sont rassasiés et le monde de ceux qui ont faim. Donc, pour vous dire que le président des États-Unis, et puis c'est le général quand même de l'armée américaine, qui a annoncé que le président des États-Unis, Joe Biden, donne son aval, autorise l'Ukraine à utiliser les armes américaines sur le sol russe. Je peux vous dire que ça va faire des gros dégâts. Et malheureusement, ceux qui vont en pâtir, vont payer le prix lourd, c'est ni les Américains, c'est ni les Russes eux-mêmes, hein. C'est ni les Français, c'est ni les Allemands, c'est même pas les Chinois, c'est d'abord les Africains. Et ça, les gens ne voient pas les choses à venir, c'est d'abord les Africains. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, là, elle a été déclenchée. Ceux qui ont payé le prix lourd d'abord, là, les premières personnes, les premières victimes, là, c'était en Asie, ensuite en Afrique, et puis après, ça arrivait en Europe. Donc, je lis des gens dire, ah, mais c'est entre eux. Non, ce n'est pas entre eux. Les premières victimes, ça va être vous les Africains. Ça va être vous. Parce qu'il y a la géopolitique. Il y a la géopolitique. Et la géopolitique, elle est accompagnée des stratégies. C'est pour ça qu'on dit géopolitique, géostratégie. Chacun a des intérêts un peu partout en Afrique. Les États-Unis, ils ont leur agenda. La France a ses précarés. L'Allemagne a son agenda. Les Italiens ont leur agenda. Les Russes ont leur agenda. Les Chinois ont leur agenda. La guerre aujourd'hui, c'est entre les États-Unis, la Chine en réalité. Voilà les 2 blocs-là qui se font la guerre en réalité. C'est entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, chacun va utiliser ses ficelles, ses alliés, faire ses stratégies, donc on dit géostratégie, pour pouvoir se combattre mutuellement. Donc il faut que... Et le drame, c'est que la masse africaine n'a pas connaissance de tout ça.
Ils n'ont pas connaissance de la géopolitique, de la géostratégie, de ce qui se joue, des enjeux. Les enjeux, là, la masse n'a pas connaissance des enjeux. Et donc, elle est engouffrée dans une histoire qu'elle ne maîtrise pas du tout, qu'elle ne comprend pas du tout, et puis dans une passion inutile. Et puis c'est un engrenage comme ça, on s'entremêle dans une histoire, d'abord qui ne nous concerne pas, qui ne nous regarde pas, et puis on prend des positions inutiles, et puis on s'en va, parce qu'on est toujours en train de tendre la main. Oui, parce qu'en réalité, en quoi est-ce que la guerre des États-Unis et puis de la Chine nous regarde? Les États-Unis, l'Allemagne a été une puissance. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu sa puissance et c'est les États-Unis qui ont eu la puissance. Donc, la Deuxième Guerre mondiale a profité aux Américains. Parce que la guerre, il faut toujours réfléchir, ça profite à qui? Qui est sorti gagnant de la guerre? Parce qu'il y a toujours un gagnant. Économiquement. Parce que le gagnant, là, ce n'est pas le gagnant par les... C'est économiquement qui soit gagnant de la guerre. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, là, économiquement, c'est les Américains qui sont sortis gagnants. Ce n'est pas la France ni les Allemands. La France même n'a pas été, elles sont pas gagnantes de la guerre. Parce qu'après, c'est retrouvé dans les traités de Maastricht et puis dans les libres-échanges, c'est retrouvé avec le plan Marshall, dans lequel tout le monde est engouffré aujourd'hui. Et le plan Marshall, il profite à qui? Aux Américains. Il faut qu'on enseigne ça à l'école. Pour que les Africains... Ça veut dire que ce n'est plus nous, mais les petits-enfants, les enfants qui sont à l'école là, entre 5 et 15 ans là, il faut que les enfants, la jeunesse africaine puissent comprendre les enjeux. Parce que c'est les enfants de 5 à 15 ans, même de 3 à 15 ans, qui seront les citoyens de demain et qui seront les adultes de demain. Mais si ceux-là ne comprennent pas les enjeux, ils vont reproduire les mêmes erreurs que nos aînés, nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes. Ils vont reproduire la même chose. Et ce qu'on appelle bélote, rébelote. Bélote, rébelote, le serpent qui s'est mord la queue. Parce qu'on répète les mêmes erreurs. Parce que les enjeux, c'est toujours économique. Donc, c'est malheureux à dire. On est assis de façon impuissante. On ne peut rien faire. Et puis, bon, ben, même on ne peut plus rien dire. Hein, parce qu'attention, on ne peut plus rien dire. Ce que moi j'ai dit là, on peut me prendre pour une complotiste. Hein, parce que c'est tellement facile aujourd'hui. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit complotiste. Quand on donne l'avis contraire, on dit oh, complotiste. Quand tu ne penses pas pareil que l'autre, oh, complotiste. Parce que tout ça, ce sont des éléments de langage de communication. Pour discréditer l'autre. Donc, vraiment, je suis inquiète pour le continent africain. Moi, je suis inquiète pour le Sahel. Je suis inquiète pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, prenez un peu les combats qu'il y a eu du côté du Gabon. Les Gabonais ont payé lourd la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Africains ne savent pas ça. Et donc, la région de l'Afrique, à mon sens, hein, parce que ça se joue déjà avec le terrorisme, le Sahel qui est déstabilisé complètement, avec les juntes militaires à la tête des institutions, avec tous ces jeux aujourd'hui, tout est relié, au fait. Tout est relié. Ça va se jouer certainement en Afrique de l'Ouest. Ça va se jouer certainement en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, les États d'Afrique de l'Ouest sont complètement sur des... je ne peux pas dire liste, mais c'est... Tout le monde a les regards. On a peur, parce qu'on s'est dit, ça va péter à quel moment, dans quel coin. Parce que c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Les Russes, qu'est-ce qu'ils disent? La Russie s'est dit, la France est alliée. Moi, la Russie, quand la France a été attaquée par l'Allemagne, j'ai été aux côtés de la France pour combattre la France, à côté de la France pour combattre l'Allemagne. Le mur de Berlin est tombé aujourd'hui. Les Américains sont alliés de la France et la France me déteste, moi, la Russie. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est ça la géopolitique. Qu'est-ce que moi je vais faire? Pour faire mal à la France, étant donné que les États-Unis, c'est une puissance. Après la Deuxième Guerre mondiale, je l'ai déjà expliqué, quand l'Allemagne a perdu, parce que l'Allemagne était une puissance militaire, une puissance économique, et quand l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre,
tout ce qui est, c'est ça on appelle, c'est que il y a un nom terme qui va me revenir, le gain de la guerre là. Les nucléaires des Allemands, il y a leur armement, plein de choses. Les Américains ont tout récupéré. Parce que eux aussi, c'est ça. On vient vous aider, mais si on gagne l'Allemagne, on va prendre leur truc là. Donc, je ne vais pas rentrer, c'est pas ça l'ordre dessus. Donc, pour vous dire que la Russie, aujourd'hui, est dans une position de dire, OK, comme la France se met avec les Américains pour me combattre, moi, je vais aller déstabiliser la France dans ses précarés en Afrique. C'est comme ça que tout le monde fait. C'est de la géopolitique. Ça s'appelle de la géopolitique. Comme tu me déstabilises, très bien. Moi, je vais aller te déstabiliser aussi de l'autre côté. Donc, la Russie est dans sa stratégie. C'est pas parce que la Russie aime tellement les Africains. Bon, les Africains, eux, ils ont besoin qu'on leur dise, on vous aime, ils sont contents. Ils se contentent juste de ça. Mais c'est bon. Peut-être que c'est une naïveté ou c'est... bon, enfin, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour eux, la Russie les aime. Dans la tête des Africains, enfin, de certains pays africains, ils pensent que la Russie les aime tellement que la Russie est là pour eux. Mais non, la Russie, c'est deux fins. La Russie, c'est deux fins. En déstabilisant les intérêts français. Or, en Afrique, la Chine a investi en Afrique. La Chine a ses intérêts en Afrique. Maintenant, que fait les États-Unis? Faut pas croire que les États-Unis, ils aiment trop la France. Faut pas croire à ça. Hein. Et c'est ça la naïveté aussi du côté de la France, quelque part. Croire que les États-Unis les aiment trop. Mais, je viendrai dessus. Les États-Unis, c'est qu'il y a des choses à prendre en Afrique. Surtout aujourd'hui avec l'énergie renouvelable, avec tout ce qui est cobalt, les États-Unis savent la puissance des États-Unis, c'est le pétrole. C'est le pétrole et les armes. Ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est le pétrole et les armes. Aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable. On parle voitures électriques. On parle d'avions électriques. Donc les États-Unis se sentent menacés. Pour dire, nous, une puissance, c'est sur le pétrole, on compte pour être les États-Unis du monde. Et les gendarmes du monde. Maintenant, le pétrole, là, si les gens abandonnent le pétrole, qu'ils se tournent vers les énergies renouvelables, vers les voitures électriques, vers l'avion électrique, c'est que l'économie américaine va chuter. Elle va plomber. Donc, si c'est le cobalt qui va faire voiture électrique, et or, au moment où les États-Unis s'intéressaient aux pays du Golfe pour le pétrole, parce que c'était là où il y a pétrole, les Américains sont là-bas. C'est les pétroliers. Les Américains, c'est eux les pétroliers. Là où il y a pétrole, ils sont là-bas. Donc, au moment où ils s'intéressaient au pétrole, les Chinois ont investi dans la recherche. Les Chinois ont investi dans la recherche. Je vous dis, nous, on ne peut pas défendre les États-Unis sur le plan énergétique. Donc, les Chinois investissent beaucoup dans la recherche. Et ils sont travailleurs. On peut leur porter des critiques, mais ils sont travailleurs. Donc, les Chinois investissent dans la recherche. Donc, ils cherchent des alternatives pour ne pas dépendre des Américains. Les Chinois, donc, ils ont beaucoup financé la recherche. D'où les voitures électriques. Donc, ils ont pris l'avance et sur les États-Unis, et sur la France, et sur l'Allemagne. Les Chinois ont pris l'avance sur eux en matière d'énergie renouvelable. Donc, quand vous voyez les panneaux solaires, là, c'est les Chinois qui le font. Les voitures électriques, c'est les Chinois. Donc, ils prennent une avance. En prenant une avance sur l'énergie solaire, sur les voitures électriques, sur les avions électriques, ça met en péril l'économie américaine. Parce que vous allez payer les voitures électriques. Ça veut dire que les voitures américaines là, qui vont payer à pétrole, là, qui va à essence, carburant, qui va payer. On va abandonner le carburant. Donc, ils se disent, tiens. C'est en Afrique, ils vont là-bas pour aller chercher cobalt là. Nous tous, on va aller en Afrique noire. Donc, les États-Unis commencent à s'intéresser à l'Afrique noire. Non, avant, là, ce n'était pas le problème, c'était le Golfe, là où il y a pétrole.
Donc, les États-Unis commencent à s'intéresser à l'Afrique noire. Je dis, ok. Mais la géopolitique, c'est quoi? Là où toi, tu prends pour toi, là, moi, il m'a été déstabilisé pour prendre. Mais comment il dit, je suis fort, il y a tous les moyens, je suis puissance militaire. En matière d'armement, je suis puissance. Donc, moi, j'étais déstabilisé. Mais c'est où? C'est sur quel continent on va déstabiliser que les puissances vont se déstabiliser les uns les autres? C'est sur quel continent? Vous qui m'écoutez, c'est sur quel continent les puissances vont se déstabiliser les uns les autres? C'est sur quel continent? C'est pas sur le continent européen. C'est pas sur le continent, c'est pas en Chine. C'est pas aux États-Unis. C'est même pas en Russie. C'est où? C'est en Afrique. C'est là-bas le combat se joue. Le combat se joue en Afrique et se jouera en Afrique. Donc, qui va payer lourd? Si la troisième guerre mondiale, qui va payer lourd? C'est les Africains. C'est les Africains, bien évidemment. C'est vous, c'est nous qui allons payer lourd. Donc, souvent, j'entends les Africains qui se disent, je lis les commentaires que certains m'envoient. Ah, mais la Russie, là, l'Ukraine se défend. La Russie, c'est bien, elle a bien frappé l'Ukraine. Ah, ça ne nous regarde pas. C'est pas chez nous. Mais c'est chez vous. Tout se joue chez vous. Les enjeux, c'est chez vous. C'est pas ailleurs. Parce que vous pensez que le terrorisme, il apparaît comme ça, bam, dans le Sahel. Moi, je ne rentre pas dans ce détail-là. Vous voyez que avant, on parlait de coup d'État. On ne parle plus de coup d'État. On dit chante militaire. C'est plus joli, non? Parce que coup d'État, c'est choquant. Mais quelle est la différence entre junte militaire et coup d'État? Entre nous, sincèrement, vous qui me lisez. C'est quoi la différence entre coup d'État et junte militaire? C'est la même chose. C'est les mêmes militaires qui chassent un président et qui s'asseyent au pouvoir. Donc, ce sont les mêmes coups d'État. Mais c'est plus joli de dire junte militaire. Vous voyez, ça fait plus chic. Hein? Ça fait plus smart. Junte militaire. Pendant que tu dis coup d'État, tu es effrayé. Mais quand on dit junte militaire, la junte militaire, c'est plus chic, hein? C'est smart. Mais c'est ça, on arrive à manipuler très facilement la masse africaine. Parce qu'elle n'a pas conscience des enjeux. Elle n'a pas conscience des problématiques. Et c'est malheureux, mais ce n'est pas la faute de cette masse, c'est la faute de nos dirigeants. C'est les dirigeants africains eux-mêmes qui sont à la base de tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut appeler un chat, un chien, un chien. Ce sont les dirigeants africains. C'est les dirigeants et gouvernements. C'est eux qui sont responsables de ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans le schéma de dire c'est la faute de la France. Non, non. Ce sont les dirigeants africains eux-mêmes. C'est tout eux. Parce que nous avons toutes les institutions. Et nous avons les mêmes institutions que les États-Unis. Nous avons les mêmes institutions que la France. Nous avons les mêmes institutions que les pays, les puissances. Mais comment ils font pour réussir et que nous, on ne réussit pas? Donc, ce n'est pas leur faute. La faute, c'est à qui? C'est nous. C'est la faute, elle est à la masse. Mais la masse, la faute est la masse de façon indirecte, mais directement, la faute est à nos dirigeants et gouvernements. Parce que l'éducation, si on avait réussi l'éducation, vous pensez que les populations peuvent acclamer les juntes militaires ou les coups d'État, ou même des rébellions? Parce qu'en Afrique, là, il y a certains qui ovationnent les terroristes. Parce que ça va dans leur sens idéologique. Parce que ça ne les touche pas pour le moment. Donc, ils ovationnent. Mais qu'est-ce que font les terroristes? Ils tuent des femmes, ils violent des filles, ils violent des vieillards, ils dépossèdent les gens de leurs terres, de leurs biens. C'est ce qu'ils font, les terroristes. Mais comment quelqu'un qui est censé, s'il avait une éducation, s'il comprenait ce que c'est que les institutions, s'il comprenait la citoyenneté, s'il comprenait le vivre ensemble, est-ce que toi tu peux ovationner des terroristes et même héberger des terroristes, être des complices des terroristes? C'est parce qu'on a raté l'éducation. Qu'il y a une certaine, il y a dans la population des gens qui ovationnent, qui hébergent, qui sont des complices des terroristes. Et même dans l'armée, il y a des complices de terrorisme.
Dans l'armée, il y a des complices de terrorisme. Parce que les terroristes ils ne vont pas recruter ailleurs. Hein. Ils recrutent au sein de l'armée et au sein des populations. Les terroristes, ce n'est pas des gens qu'on a soulevés pour dire, oui, on les a mis dans un paquet, dans l'avion, hop, tu descends dans tel pays, tu es terroriste. Non, ça se passe à l'intérieur du pays, au sein des familles, dans l'armée, au sein même de la masse. Ça se passe là. C'est là que tout se joue. Mais, parce qu'on a raté l'éducation. On ne peut pas réussir des nations fortes sans éducation. Vous voyez? Et ce sont des problèmes comme ça qui s'accumulent depuis les indépendances et qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique noire, elle est comme elle a ce visage-là aujourd'hui. Le visage d'une Afrique qui est décimée, qui est décapitée, qui est malheureuse, qui est triste, qui est sans espoir. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. S'il y avait de l'espoir, on n'allait pas avoir cette masse africaine de jeunesse qui allait prendre des bateaux gonflables pour prendre la mer et mourir en mer et faire de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert. Regardez simplement. Regardez simplement. Rien que ça ne nous a jamais interpellés. Ça n'a jamais interpellé la masse africaine. Il n'y a jamais eu de conscience collective sur ces questions-là. Il y a plus de 50 000 Africains qui meurent en mer. Pourquoi? Des gens prennent 5 millions, 4 millions, 5 millions pour traverser le désert avec tout leur lot de souffrances, de maltraitance, des traitements inhumains. On prend 4-5 millions et puis on passe par le désert. Les hommes sont violés. À un moment même, ils boivent pipi. Ils arrivent au bord des plages européennes déshumanisés. C'est-à-dire que ce sont des zombies qui arrivent. Ce n'est plus des humains qui sont là. Parce qu'ils n'ont plus de sentiments. Ils ont tellement traversé la souffrance qu'ils sont déshumanisés. Que la pitié, parce que c'est des survivants. Donc, ils ne savent pas le sentiment de pitié, ils l'ont plus. Et ils sont malades. Pour un moindre, la mort ne leur dit rien. Tuer quelqu'un pour eux, c'est logique, c'est se défendre. Parce qu'ils ont appris comme ça à se défendre dans le désert. Et voilà ce que l'Afrique a fait de sa jeunesse. Voilà ce que l'Afrique a fait de sa jeunesse. Déshumaniser sa jeunesse. C'est un continent sans espoir. Alors, les puissances peuvent venir utiliser là, ils vont choisir comme à Waterloo, ils vont choisir une zone de l'Afrique comme Waterloo et faire leur bagarre. Celui qui a gagné, il est puissance mondiale. C'est ce qui va se passer. Et ce n'est pas par amour pour les Africains. Alors là, loin de là. Parce que chacun se cherche. Pourquoi vous voulez que les autres vous aiment? Vous apportez quoi pour que les autres vous aiment? Voilà. Donc, ils vont choisir un côté de l'Afrique. Ça va être l'Afrique de l'Ouest, malheureusement. Parce que quand on regarde la cartographie des choses, ça va se passer là-bas. Ça va se passer ailleurs. Voilà. Il y aura peut-être que des tensions en Afrique de l'Est un peu pour pouvoir maîtriser les choses. Mais le gros se jouera en Afrique de l'Ouest. Mais quel côté? C'est ça la question. Donc, il faut qu'il y ait cette prise de conscience collective et que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on puisse aborder ces sujets avec sérénité, avec hauteur et sans passion. Parce que ce qui arrive sera dramatique. Moi, je vois ça arriver déjà. Ça va être dramatique, ce qui va arriver là. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais ça va être dramatique. Regardez déjà même le Sahel, c'est dramatique. On arrive, le Mali, complètement déstabilisé, une junte militaire qui est à la tête des institutions. Et puis, il y a d'abord, parce que vous avez une partie de la population malienne, il faut dire les choses comme elles sont, qui ont ovationné la junte militaire. Donc, la junte militaire s'est dit que, ah tiens, nous sommes bien. Et puis, la junte militaire vient s'installer. Elle s'installe à la tête des institutions démocratiques. Parce qu'il y a des institutions démocratiques qui sont là, parce qu'il y a quand même un parlement, il y a un gouvernement, donc les institutions sont des institutions démocratiques. Et puis, une partie de la population les ovationne, ils sont contents.
Parce qu'ils tiennent un discours qui plaît, qui plairait. Je ne sais pas comment dire qui plaît. Parce que pour eux, ils tiennent un discours qui dit anticolonialisme. On chasse le colon. On ne veut pas de la France. On chasse la France. Mais moi, je vous ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux avec moi, je vous ai dit que c'est l'erreur que l'Africain fait. Vous m'écoutez parce que je parle français. Si je parlais dans ma langue maternelle, qui allait comprendre ce que je dis? Si je parlais en ouais, parce que ma mère, elle est ouais. Si je parlais en ouais, en guéré, qui allait comprendre ce que je dis? Oh, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça veut dire que des gens qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, qui sont aux États-Unis, aux États-Unis, qui sont même en Russie, qui sont en Ukraine, qui sont partout dans le monde, ils arrivent à entendre. Il suffit simplement qu'ils prennent la vidéo, ils mettent la traduction de leur langue, ils comprennent ce que je dis. Parce que je parle en français. Et si je parle en BT, qui va comprendre? Si je parle en guéré, en ouais, qui va comprendre? Personne. Donc, c'est parce que je parle en français. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi, je dis, faisons attention, en fait. Faisons attention. Moi, je ne parle pas russe. Je ne parle pas chinois. Je parle français. Donc, oui, déjà, on a quelque chose. Chacun peut essayer de qualifier comme il peut, comme il veut, comme il entend. Mais moi, me concernant, je pense qu'on a un patrimoine merveilleux en commun, qui est la langue française. Celle qui permet à plusieurs, des milliers, des millions d'Africains de différentes ethnies à s'entendre, à se parler, à se comprendre, même si on n'est pas d'accord. Parce que je parle français, au Burkina Faso, on parle français, donc on peut se parler. Je parle français, au Mali, on parle français, on peut se parler. Je parle français au Sénégal, on parle français, on peut se parler. Je parle français au Niger, on parle français, on peut se parler. Je parle français au Tchad, on parle français, on peut se parler. Je parle français au Cameroun, on parle français, on peut se parler. Au Congo RDC, au Congo Brazza, au Gabon, en Centrafrique, on peut se parler et s'entendre parce que je parle français. Mais si je parlais guéri, ouais, est-ce qu'on peut se parler? On peut se parler. Donc, on a une langue à préserver. Celle qui nous permet, c'est que malgré qu'on se parle, on s'entend, on n'arrive même pas à construire une paix durable. Donc, imaginez que chacun parlait sa langue maternelle. Mais l'Afrique serait en feu depuis très longtemps. Mais oui. L'Afrique serait en feu. Mais n'empêche que le fait de parler français ne m'a pas empêché d'apprendre ma langue maternelle. C'est ça l'apprentissage. C'est pour ça que je parle d'éducation. Le fait de parler français ne m'empêche pas de parler ma langue maternelle. Moi que vous voyez là, j'ai appris le ouais en 93-94. Mais je parle mieux ouais que certains ouais qui sont nés de père et de mère ouais. Je parle mieux ouais que certains. Parce que c'est la volonté d'apprendre, de connaître. Et je ne suis pas allée dans une école pour apprendre la langue. J'ai pris mon calepin et puis j'ai commencé par les injures. Parce que tout le temps, quand on dit un mot en ouais, j'ai comme l'impression que les gens répètent toujours la même chose. Ils disent, ah, mais c'est qu'ils répètent là. C'est que c'est injure. Et puis j'ai noté. Et quand je suis à ma grand-mère, parce que en partie ma grand-mère, père à son âme, mon grand-père, c'était aussi les amours de ma vie. Parce que... Et elle rigolait, je notais. Et j'ai appris la langue ouais comment? Par les citations. Les citations. Et par les contes. Parce que j'aime beaucoup les contes. J'adore les contes. Et moi, je veux qu'on me raconte toujours des contes. Je veux qu'on me raconte des contes. Et donc, je notais, j'écrivais, je mettais la traduction. Je notais, j'écrivais, je mettais la traduction. Je notais, et ma mère a sa petite cousine qui est arrivée du village, mais qui ne comprend pas bien et qui ne comprenait pas français. Donc, ce que je faisais, il y avait un échange. Moi, je lui apprenais français. Et elle m'apprenait ouais. Et c'est comme ça aujourd'hui. Mais je comprends le ouais parfaitement. Je parle mieux ouais même. Je parle mieux ouais. Quand je suis avec les sages que je parle ouais là. Ils disent, mais toi tu t'appelles Naounou et puis tu parles ouais comme ça. Mais j'aurais voulu apprendre BT pareil. Il me dit, mais rien n'est tard.
Tout est une question de volonté. Mais j'avais une amie, j'avais un calepin, bon, qui m'apprenait les petits mots bêtés. Comme le baoulé, les petits mots baoulés. Quand j'ai une amie baoulée, j'apprends les petits mots baoulés. Mon djoula tordu que je parle souvent. Mais j'ai appris ça avec une jeune sœur, une jeune amie qui s'appelle Cissé. Monsieur Cissé, parce que c'était, bon, on disait c'était sa cousine, vous savez. Avant, donc, oh, c'était sa femme du village qu'ils ont emmené. Et elle parlait pas français. Donc, elle parlait Koyaka. C'est pour ça souvent mon djoula est un peu tordu, puis il a un petit accent Koyaka. Et elle m'apprenait des mots. Donc, quand tu as envie d'apprendre, tu apprends. Donc, le fait de parler français n'enlève en rien mon identité ouais ou mon identité africaine. Donc, je veux dire, le fait de dire, ah, les Français, c'est une langue, on ne veut pas parler français parce qu'on n'est pas français. Mais on a combien d'ethnies sur le continent africain? Quelle ethnie on va choisir, on va parler, quel dialecte on va choisir pour que les Africains se parlent entre eux? On va choisir quoi? Et 2 jours là, on va apprendre quoi? On va choisir le Lingala, parce qu'elle est intéressante, elle est plus fluide. On va choisir le Swahili. Donc, déjà ça, qui va accepter qu'on dise aujourd'hui, ah tiens, on a décidé, l'Union africaine a décidé que sur le continent africain, on puisse choisir une langue qui soit une langue commune. On va dire Swahili ou Lingala. Il y a des pays qui vont dire qu'ils ne veulent pas. Ou bien le Wolof, qui tire un peu sur un peu de créole. Il y a des pays qui vont dire qu'ils ne veulent pas. Donc déjà, ce qu'on parle en commun là, on n'a qu'à préserver ça. Préservons la langue française. D'où moi, je fais la promotion de la francophonie. Des pays francophones. C'est pour ça que je suis inquiète quand je vois certains pays francophones dire « Ah, on est pour la Russie, on appelle la Russie à l'aide. » Mais français, même quand on parle entre nous, là, mais on ne se comprend pas bien. C'est russe, on va apprendre 2 jours là, et puis on va se parler. Ou c'est chinois, on va prendre 2 jours, on va se parler. Les Chinois, ils ont leur intérêt. Les Russes, ils ont leur intérêt. Eux, ils se battent avec les États-Unis. Et tout se joue sur votre continent. Vous là, vous gagnez quoi dedans? Tout ce que vous gagnez, c'est que chacun va soutenir les uns les autres pour vous déstabiliser mutuellement. Les juntes militaires, les putsch, les ceci, les cela, des par-là, et puis vous êtes déstabilisés. Économiquement déstabilisés. Vous savez, quand un pays est déstabilisé, les gens continuent à faire le business. Hein. Au Mali, là, les gens continuent à faire le business au Mali. Le business continue au Mali. Le business continue au Mali. Les Maliens, ils savent ça. Mais est-ce que ça profite aux Maliens? Donc, comme le business continue et qu'on est dans une crise là, ceux-mêmes qui tiennent le pouvoir là, ils ne vont pas rendre compte aux populations qu'il y a le business continue. Donc, ils vont bien s'en... Hein? Je retiens. Parce que la population ne sait pas. Eux, ils pensent qu'ils sont dans la guerre. Or, le business continue au Mali. Donc, ils ne vont pas rendre compte à la population, parce qu'il n'y a pas de parlement pour rendre compte à la population. Quelqu'un qui est en arme là, tu vas lui demander quel compte qui va te rendre. Quelqu'un qui est en âme ne peut pas te rendre compte. C'est pareil pour le Burkina Faso. C'est malheureux. Quand vous voyez aujourd'hui comment le Burkina Faso est déstabilisé, ça fait mal au cœur. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment on peut sauver ces pays-là? Le Niger. Moi, je suis très sincèrement, j'ai toujours dénoncé tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est rébellion, tout ce qui est putsch. Moi, je suis pour la République. Pour ceux qui me connaissent depuis toutes mes prises de parole, vous pouvez aller les écouter, les réécouter. Quel que soit celui qui est au pouvoir, je respecte les institutions. Parce qu'il faut que les institutions fonctionnent. J'ai toujours été contre les rébellions. Je dénonce les rébellions, j'ai toujours dénoncé les rébellions. Je suis contre les putsch, je suis contre les coups d'État. Je suis pour l'expression démocratique. Parce que je suis une citoyenne. Je suis pour l'expression démocratique. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour ça que il faut que qu'il y ait une conscience, une prise de conscience, pour ne pas qu'on répète les mêmes erreurs. Parce que l'Afrique de l'Ouest est instable. L'Afrique de l'Ouest est déstabilisée. L'Afrique de l'Ouest est fragile. Nos institutions sont fragiles. La guerre entre les États-Unis et la Chine vont se jouer en Afrique. Et même, je peux dire précisément en Afrique de l'Ouest. Et ça se joue déjà là-bas et en Afrique centrale. C'est la guerre de cobalt. Les Chinois ont eu une avance sur les États-Unis. Les États-Unis veulent récupérer rapidement. Pour récupérer là, il faut qu'on chasse les Chinois. Mais vous, les Africains, vous faites quoi dedans? Vous faites quoi dedans?
Vous n'avez pas parti pris. La guerre là, non, vous avez la matière première. Ce qui vous manque, c'est la matière grise. Parce qu'on n'a pas d'ingénieurs. Parce qu'on ne finance pas la recherche. Parce qu'on n'a pas industrialisé. Pas de le temps pour moi. Autant pour moi. Parce qu'on n'a pas industrialisé. L'Afrique n'est pas industrialisée. Parce qu'on n'a pas réussi l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il y a une insécurité alimentaire sur ce continent. Or, nous avons des terres cultivables, fertiles. Comment se fait-il qu'on ait un si grand continent avec de l'espace, des terres cultivables et que nous sommes incapables de nourrir nos populations? Mais c'est un échec. On ne peut pas accuser la France pour le coup. On ne peut pas accuser l'Europe pour le coup. Donc, on a des véritables problèmes sur ce continent-là. Si on n'apporte pas des réponses, mais c'est un continent sans espoir. C'est quoi l'espoir? On dit l'espoir fait vivre. Mais si même il n'y a plus d'espoir, tu vas vivre comment? C'est l'espoir qui fait vivre. L'espoir, c'est de dire, voilà les mécanismes, voilà les choses, ça fait vivre. Mais il n'y a plus d'espoir, tu vis comment? Comment on va faire sur ce continent? Autant de, oui, il y a Brice qui me dit autant de, au fouet douanier, la Guinée a appelé le Mali, de Modibo Keïta a appelé la Russie, ça n'a rien donné. Oui, mais est-ce que la Russie est dans un... Or, la Guinée a du cobalt, qui a toujours été exploité par du cobalt ou... il y a une matière première, il ne faut pas que je me plante, oui, mais il y a une matière première que la Russie a toujours exploité les minéraux en Guinée. Vous voyez, donc on est dans ces problématiques-là des guerres, où aujourd'hui, les pays émergents, comme on appelle les pays émergents, comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, s'ils disent ils sont étranglés par les normes américaines, ils sont étranglés par ces conventions américaines, cette obligation des Américains à gérer leur richesse, ils sont étranglés et ils veulent sortir complètement du dollar. Aujourd'hui, la guerre, elle est là, la guerre, elle est économique. C'est pas une guerre pour sauver. On aime quelqu'un, quand on veut aller forcément le sauver. Elle est économique. Or, si la Russie, si la Chine, si le Brésil, si l'Inde, si l'Afrique du Sud, si ces pays-là sortent du dollar, le dollar tombe. Le dollar tombe. Ça veut dire que d'autres pays africains vont suivre les pays qui seront sortis du dollar. Donc, c'est la géopolitique. Mais nous, est-ce que ça là, les dirigeants africains même expliquent ça à leur population par de la pédagogie? Rien. C'est pas expliqué à l'école. Ce n'est pas dans les manuels scolaires. Il n'y a rien. Mais comment voulez-vous éduquer la masse si on ne donne pas, il n'y a pas d'instruction? Donc on va répéter les mêmes histoires. Les mêmes guerres vont se produire. Donc mes amis, pour vous dire que ce débat a été à l'ordre du jour. Ça, bon, ça c'est mon interprétation. Mais j'ai eu la chance et l'honneur de participer à une grande rencontre à l'Assemblée nationale en France. Comme je l'ai dit, je dis honneur parce que, vous voyez, la France est un pays des chances. La France est un pays des chances. Je ne le dis pas parce que je vis en France, mais je pense que toutes les personnes qui ont vécu en France, qui ont eu des opportunités en France, savent ce que c'est que la France est un pays des chances. C'est pour ça que je ne veux pas blâmer la France, en fait. Mais je ne dis pas que la France, elle est sainte. Elle a ses défauts, mais n'est pas démon. Moi, ma femme de pauvre, je suis juste, je dis enfant de pauvre. La pauvreté n'est pas que matérielle. Si c'est le côté matériel, je dirais enfant de pauvre. Mais si c'est le côté humain, humainement et spirituellement, je dirais je suis enfant de riche. Oui, parce que la richesse, ce n'est pas que matériel, je dirais je suis enfant de riche. Mais je laisse cette métaphore.
on a l'opportunité d'apprendre. Et puis, vous voyez, ici en France, on n'a pas dit oui parce qu'elle est noire. Ou parce que, elle n'est pas du même bord politique que Emmanuel Macron, par exemple. Elle n'est pas en marche. On n'a pas dit, ah tiens, comme elle n'est pas de la Picardie, elle n'est pas de la région d'Emmanuel Macron. On ne dit pas, ah non, elle n'est pas ch'ti, comme elle n'est pas du Nord. On ne dit pas ça. Et moi, on me dit, ouais, je me mets avec des grands. On me prend, on me dit, oui, tu as des idées. Tu as des idées. Tu as des idées. Et donc, c'est ce que j'appelle pays des chances et d'égalité. On dit, tu as des idées. Tu as des idées, il faut que tu les exprimes. Et puis, je suis avec des généraux. Je suis avec des ministres français, européens, des sénateurs, des députés. Et je prends la parole. Mais jamais dans un pays africain, c'est possible ça. Jamais. Jamais dans un pays africain, c'est possible. C'est ce que j'appelle la chance. Et cette chance-là, les Africains l'ont. Et je veux que les Africains puissent saisir cette opportunité pour en faire quelque chose de merveilleux. Il ne faut pas suivre les utopiques qui font croire que la France elle est mauvaise, la France n'est pas gentille. Il faut chasser la France. Non, la France est un allié. Je l'ai commencé, j'ai dit, nous avons une langue commune à préserver. Si vous êtes là en train de m'écouter sur ce réseau social qui est Facebook, c'est parce que je parle français. Si je parlais dans ma langue maternelle, c'était les gens, je parlais en ouais, c'était les gens de ma communauté seulement qui allaient écouter parce qu'ils comprennent le ouais. Mais je parle en français parce qu'on partage ça en commun. Et on doit pouvoir préserver ça. C'est pour ça que je vous parle de la géopolitique. J'ai parlé même des États-Unis, de ces relations. J'aurais dû même pas parler de ça. Parce que je peux être tagué même d'être complotiste. Pourtant, c'est une réalité. Je ne suis même pas rentré dans les détails. J'ai survolé. J'ai juste survolé cette réalité-là. Et donc, cette chance que nous avons, je vais dire que quand je prends la parole, je participe à cette rencontre, à l'échange. Et puis on pose des problématiques de l'Afrique. Mais vous savez, les problèmes sont les mêmes. Que ce soit des États dirigés par des juntes militaires ou des États dirigés par des chefs d'État élus. C'est les mêmes problématiques. C'est les mêmes problématiques. L'insécurité alimentaire, les inégalités, la santé, l'éducation. C'est les mêmes problématiques. C'est les mêmes problématiques. Que ce soit les États dirigés par des dirigeants élus, démocratiquement élus, et que ce soit des États dirigés par des juntes ou des militaires, est-ce que ce n'est pas les mêmes problèmes? En Afrique, pour un mal de dents, tu peux mourir dans le couloir d'un hôpital public. Pour un mal de dents. Pour un mal de tête. Tu arrives aux urgences que tu as mal à la tête. Tu n'as pas d'argent. Même le médecin, il n'y a qu'en Afrique que le médecin, celui qui a prêté serment, le serment d'Hippocrate, serment là, il a prêté serment, qu'il jure qu'il va guérir, il va soigner les gens, il va leur donner la vie. Mais ce médecin peut te dépasser, il te dépasse en Afrique, il voit les urgences, les gens en train de pleurer, wow, 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 c'est que la douleur là, ils sont en train de gémir. Le médecin en blouse blanche, il passe devant ces malades-là sans marquer un arrêt. Sans même demander aux soignants, à l'accueil, quels sont les dossiers urgents. Ceux qui sont là, comment, sans rien. C'est que le médecin va partir, la tête à l'aise, et voir les gens souffrir dans les couloirs de l'hôpital. Il n'y a qu'en Afrique, mes frères et sœurs. Ça, ce n'est pas possible en France. C'est ça la différence entre la France et les États africains. Il n'y a qu'en Afrique. Une femme va arriver, elle a des contractions. En cas d'urgence, une femme enceinte, elle n'a pas l'argent. C'est qu'elle arrive à l'hôpital, on dit, 7 ans, tu as combien de l'argent? Elle n'a pas d'argent. Elle va rester avec le bébé dans le ventre et mourir dans le couloir de l'hôpital parce qu'elle n'a pas d'argent. Il n'y a qu'en Afrique. C'est ça.
Quand vous vous asseyez et que ces problèmes sont posés sur la table, vous avez la gorge nouée, les larmes aux yeux et vous avez le ventre en nœud. Parce que c'est une triste réalité. Parce que c'est une triste réalité. Ça fait mal, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a une différence entre un État où il y a la junte militaire et où il y a un État où il y a un gouvernement, les dirigeants ont été élus démocratiquement? Est-ce que ces mêmes problématiques-là, ce n'est pas les mêmes problèmes? Ce sont les mêmes problèmes. Donc le problème, et c'est là qu'on aborde la question du terrorisme. Les causes du terrorisme en Afrique. Comment se fait-il que le terrorisme rentre comme ça? C'est fait, les causes sont profondes. Là, je parle des causes sociales. Le terrorisme est arrivé après la chute de Kadhafi, parce que l'ambassadeur du Tchad l'a rappelé, et vous pouvez voir cette interview sur ma page Facebook. Mais c'est après la chute de Kadhafi que le terrorisme est rentré dans le Sahel. Parce que Kadhafi, son pouvoir était un pouvoir d'armes. Il n'y avait que des armes. Chacun avait une arme. Les gens étaient... il n'y avait que des armes, les armes. Donc il n'y avait que des armes en Libye. Et quand Kadhafi tombe, les armes se promènent partout. Chacun prend les armes, il fait ce qu'il veut des armes. Et malheureusement, je vous ai dit, malheureusement, c'est au cœur. Malheureusement, c'est au cœur des... Voilà. Malheureusement, c'est au cœur des... Attendez, j'ai bien fait mon nœud, voilà. Malheureusement, voilà. C'est au cœur des... Voilà. Malheureusement, c'est au cœur des... Ça va mieux. Malheureusement, c'est au cœur des populations qu'on va chercher, on va recruter. Mais comment ça se passe? Ça part sur une idéologie. Et quand l'ambassadeur du Tchad a rappelé ça, je pense que c'était intéressant d'aborder ces sujets. Et je pense qu'il était tellement... Il connaît la chose, il avait plus de compétences, et puis il avait les mots justes pour pouvoir poser le problème des causes du terrorisme. Je parlais d'éducation. Et tout ça là, ça va ensemble. Je prends un exemple. Vous voyez, quand on parle du terrorisme, ce n'est pas de stigmatiser une religion. Non. Mais c'est que le terrorisme va recruter au sein d'une religion. Le terrorisme va recruter au sein d'une religion pour pouvoir endoctriner et utiliser les armes fragiles à des fins criminelles. Parce que c'est une question d'éducation. Parce que les Africains ont laissé l'éducation dans la main de ces faux prêcheurs, des gens, des vendeurs d'illusions. Et on a abandonné la masse. On ne peut pas abandonner l'éducation d'une jeunesse dans la main des faux prêcheurs. On est d'accord? Et donc, vous avez des faux prêches qui rentrent, qui instrumentalisent une partie. Donc, ils vont chercher dans la masse une idéologie dit pour des fins. Mais ce n'est pas des fins religieux, ce n'est pas des fins même spirituels, ni même religieux, ni même des foi. Mais si l'Afrique, si les dirigeants africains eux-mêmes, si les gouvernants africains avaient pris la mesure, le courage, parce que là, il faut du courage, il faut la volonté politique réelle, il faut une volonté politique, il faut un courage pour dire, voilà, l'éducation des masses, il faut dissocier l'éducation, l'école, l'instruction. Si on avait éduqué la masse, ce que c'est que la foi, ce que c'est que le mal, pour dissocier le mal de la foi, et puis parler de la citoyenneté, parler de la République, parler des institutions. Vous pensez qu'on va avoir le terrorisme perdurer comme ça dans le Sahel? Non. C'est parce qu'on a tout laissé dans la main de ces faux prêches. Et pour le coup, il y en a les faux prêches, il y en a dans toutes les religions. Malheureusement, l'Afrique est devenue la proie des faux prêches. L'Afrique est devenue la proie des faux prêches. Chacun s'invente être prêche
avec des doctrines mortifères, criminelles, avec des affabulations, comme si Dieu leur parlait. Comme si Dieu leur parlait. Ils ont la réalité de Dieu. C'est à eux Dieu a dit. Et puis vous avez des faux prêches qui vont endoctriner des jeunes, prêts à aller se faire exploser parmi des populations. Mais tout ça, l'Afrique, c'est de notre irresponsabilité. Si l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest se retrouvent dans une telle situation, il faut, moi je dis c'est de la responsabilité de nos dirigeants, de nos gouvernements et de nous-mêmes. Parce que nous sommes aussi des intellectuels africains et de la société civile aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait une société civile forte. Mais il n'y a pas. Tout est politisé. Tout est politisé. C'est-à-dire, il faut être de la bonne ethnie du moment. Il faut être de la bonne religion du moment. Il faut être du bon parti du moment. Mais on ne peut pas construire l'Afrique forte avec de telles mentalités. Ce n'est pas possible. Et on va se retrouver avec une Afrique toujours dans le chaos. Toujours dans le chaos. Pourtant, l'Afrique n'a plus besoin de ça. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Et c'est en cela, je veux rebondir et retomber peut-être pour conclure mes propos sur toujours sur l'Afrique de l'Ouest. Et moi, j'espère, comme je l'ai dit, je l'espère vraiment. Je l'ai toujours dit, pour ceux qui m'écoutent, qui me suivent, j'ai toujours dit que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu'il puisse vraiment y avoir des élections dans ces pays-là et qu'on puisse transmettre, le pouvoir soit transmis aux civils et que les institutions puissent fonctionner correctement et que les populations qui sont des otages finalement, parce que on parle aujourd'hui, et c'était là aussi où je vais dire, qui a attiré beaucoup mon attention, c'est que les populations sont otages. Et puis aujourd'hui, chacun est campé dans ses positions. D'accord? On est dans nos positions. Or, au milieu de tout ça, il y a des populations. Je ne parle même pas des dirigeants, en fait. Je ne parle pas des chefs de jantes, je ne parle pas d'eux, mais les populations elles-mêmes. On ne peut pas abandonner ces populations-là dans la main des gens en armes. On ne peut pas abandonner la population malienne, même si on peut dire qu'elle a été très naïve quand même de croire que d'ovationner une junte militaire, des militaires en armes, parce que la population a été naïve dans ce coup-là. Mais est-ce que c'est la faute de la population? Non, parce qu'il n'y a pas eu d'instruction, parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie, parce qu'il y a quand on prend le taux d'analphabétisation, vous comprendrez que c'est très difficile. Donc, on ne peut pas abandonner la population malienne à ce sort. On ne peut pas abandonner la population burkinabé à ce sort. On ne peut pas abandonner la population du Niger à ce sort. Se disant que oui, c'est des gens militaires parce qu'on tient des discours qui plairaient. Non mais, vous savez, je ne sais pas, des discours qui plairaient, oui, on ne veut pas de la France, on ne veut pas d'ici. Mais la France continue de faire son business en Afrique. Sous d'autres noms ou pas, ça continue en fait. Mais la question, ce n'est pas de on ne veut pas de la France. Nous avons une histoire commune avec la France. Qu'elle soit douloureuse ou pas, mais nous avons une belle histoire. Chacun a colonisé son camarade. Ça, je dis, chacun a colonisé son camarade. La France là, a été colonisée. Les Anglais ont malmené la France pendant 100 ans. Mais la France ne s'assoit pas sur les réseaux sociaux pour dire qu'on ne veut pas des Anglais, on vous déteste, allez-y. Les Anglais et la France, ils n'aiment pas. Les Français et les Anglais, ils n'aiment pas. Mais ça n'empêche pas que la France, qui est le pays, l'État français, et les Anglais, et la Grande-Bretagne, ou les Britanniques, la Grande-Bretagne, ils ont des relations de coopération, ils ont des accords bilatéraux, et ils travaillent sur des questions économiques, d'échanges et de bon voisinage. Et ils travaillent sur le fait pour ne plus se faire la guerre. Sinon, la guerre entre la France et les Anglais, ça a duré 100 ans. 100 ans. Pour ceux qui veulent se cultiver, s'instruire un peu plus, vous allez dans Google, vous tapez Jeanne d'Arc. La guerre des 100 ans.
Jeanne d'Arc, c'est une femme qui a mis fin à cette guerre-là, qui a battu l'Angleterre. Mais elle a été brûlée par qui? Par les Français eux-mêmes, par des hommes, qui ont trouvé que cette femme qui est venue guerrière, qui est venue battre les Anglais, que nous, pendant 100 ans, qui nous ont tués, celle-là, c'est qu'elle va devenir un jour chef des hommes. Et elle a été brûlée en public, Jeanne d'Arc. Rasée, brûlée en public. Parce qu'on dit qu'elle a un pouvoir, c'est que c'est une sorcière. Donc pour ceux qui veulent se cultiver, tapez dans Google l'histoire de Jeanne d'Arc. Vous allez comprendre que la France et les Anglais, ils ont fait 100 ans de guerre. La France et l'Allemagne, avant d'arriver à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait 40 ans de guerre. L'Allemagne et puis la France, là, ils ont fait 40 ans de guerre. Ça veut dire que chaque 1 an, chaque 2 ans, ils se font la guerre. Chaque 2 ans. Donc, pour ceux qui veulent savoir, prenez l'histoire de Napoléon Bonaparte. Vous allez comprendre que la France et l'Allemagne se sont fait la guerre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Où ils sont allés chercher des alliés africains, asiatiques, la Russie. Ils sont allés chercher quel allié? Ils sont allés chercher les alliés, les mêmes Anglais avec lesquels ils ont fait 100 ans de guerre. Là. Ils sont allés les chercher pour venir les aider à battre l'Allemagne avec les Américains. Et les Anglais ont appelé les Américains. Mais aujourd'hui, la France se met pas sur les réseaux sociaux pour dire on ne veut plus les Anglais, des Allemands. Mais ils ont des relations de coopération, ils travaillent. Donc, nous devons penser l'avenir. Et on ne peut pas dire on ne veut pas de la France. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas de la France. Parce que la France est... On parle français, déjà pour commencer. Et puis, toi-même, tu t'assois et tu dis tu ne veux pas de la France. Puis tu dis ça en français. C'est russe, tu vas parler. Aujourd'hui, là, un exemple simple, ici en France, là, prenez simplement 100 Africains. De tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de la France, là, prenez 100 dedans. Donnez-leur 10 000 euros, 10 000 euros, avec un billet d'avion gratuit. Demandez à ces 100 Africains pour dire, allez-y en Russie. Il n'y a pas un dedans qui va lever son doigt pour partir en Russie. Il n'y a pas. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas vivre avec les Russes. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas vivre chez les Russes. Ils ne peuvent pas vivre avec les Russes. Il n'y a pas. Donc pourquoi on va venir manipuler notre propre masse qui est déjà paumée, perdue, qui cherche une lueur d'espoir? On va donner des faux espoirs à ces gens pour dire que oui, on veut la Russie, on veut la Russie. Si tu ne veux pas de la France, ne réclame pas la Russie ni la Chine, ni même les États-Unis, alors que c'est pire. Parce que c'est sans pitié. C'est sans pitié. Les Américains, on ne rigole pas avec eux. Eux, c'est sans pitié. Regardez Hiroshima. Ils ne rigolent pas. Hein. Tu les as énervés, ils déposent la bombe là-dessus, bam, c'est fini. Eux, ils ne rigolent pas dedans. Donc, cherchez à... C'est que ce que nous avons déjà là, on appelle des acquis. Nous avons déjà des acquis. Ces acquis-là, préservons les acquis. Préservons nos acquis. Et puis, il faut former la jeunesse. Il faut donner des outils. Il faut donner des moyens. Il faut la formation. Pour que les enfants là soient les héros de demain. Et puis, il faut valoriser nos héros. C'est ce que je disais quand j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, l'Afrique a cette manie-là. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont des qualités, qui ont des compétences dans des domaines, que ce soit ici et là. Mais l'Afrique, en Afrique, ils ne vont jamais... C'est-à-dire que comme tu as ces qualités-là, ils doivent te combattre parce que tu as des qualités. Au lieu de te valoriser, eux, ils vont te combattre pour tes qualités. Mais comment on peut faire émerger un continent avec de telles mentalités? C'est pas possible. Donc, je pense que l'Afrique est vouée à l'échec. Tu as des qualités, même tu as des idées. Mais c'est eux qui vont te combattre parce que tu as des idées. Parce qu'ils estiment que toi, tu n'es rien, tu ne dois pas avoir des idées. Ils vont te combattre. La différence, c'est la France. La France, là, que tu sois enfant de pauvre, que tu sois noir, ils cherchent l'excellence. Pour eux, l'excellence, c'est celui qui a des idées. Tu as des idées, ils te mettent à la lumière. Ils n'ont pas de complexe avec ça. Ils ne cherchent même pas à savoir, tu as voté pour qui, tu n'as pas voté pour qui. Ce que tu peux leur apporter, l'idée que tu as là pour eux, c'est ce qui est important. Si ça peut participer à faire évoluer la réflexion, viens participer à faire évoluer la réflexion. C'est comme ça ici. Et te rappelle, mamie, te rappelle. Viens faire évoluer les choses. Et c'est comme ça. Mais en Afrique, ils vont tuer eux-mêmes les idées. Ils ne prennent pas l'idée.
Il tue l'idée et puis il te tue toi-même. Mais quand je vais tuer, c'est péjoratif, ça ne veut pas dire tuer vraiment. Mais te tuer, ça dit, il faut t'écarter, il faut t'éloigner, il faut te briser. Parce que c'est ce que l'Africain sait faire de mieux, briser les autres. Comment on peut faire évoluer un continent comme ça? Comment on peut faire émerger un tel continent? Vous savez qu'on peut avoir tout l'or du monde, tout le pétrole du monde, tout le diamant du monde, tout le cobalt du monde, tout le nickel du monde, tout l'uranium du monde. Tant que les mentalités n'ont pas évolué, on est voué à l'échec. Parce qu'on n'a pas la matière grise. C'est malheureux à dire. C'est triste à dire. Mais c'est comme ça. Oui, allô? Ça marche, ok. À tout. Donc, c'est ça le problème. Et donc, il faut que, comme je l'ai dit, au Mali, il y a des intelligences. Au Mali, on peut faire évoluer les choses. Comme au Burkina Faso, comme au Niger, il faut faire évoluer les choses. J'ai vu, pour les personnes, on va vite rapidement l'écouter si on peut. Et puis, je vais conclure là-dessus. Parce que quand j'ai pris aussi la parole, je suis pas... Pour ceux qui savent, hein, parce qu'il y a souvent les gens qui font l'amalgame pour dire « Ah tiens, je ne défends en aucun cas les jeunes. » Alors, vraiment, en aucun cas. Je ne défends en aucun cas les jeunes. Moi, je dénonce, je dis il faut organiser les élections, pacifier le pays, donner la clé des institutions aux compétences et non aux militaires. Les militaires, c'est dans les casernes, c'est pas à la tête, c'est pas au palais. Au palais, on a la garde républicaine, on n'a pas des militaires qui sont des présidents. Et ça, il faut pas, pour moi, cette image-là, c'est pas possible, c'est pas un exemple. C'est ce que je disais, vous savez, ce qui se passe au Mali et au Burkina et au Niger, on peut dire, bon, on s'en fout, c'est pas notre problème, c'est entre eux. Non, si, c'est aussi notre problème. Parce que c'est comme la contagion. C'est comme la contagion. C'est aussi notre problème. C'est le problème de tous les États africains. Ah oui. Parce que demain, ça va arriver chez l'autre. Parce que quand il y a le feu chez toi, chez son voisin, là, il faut l'aider à éteindre l'incendie. Si tu n'éteins pas l'incendie, le feu là va arriver chez toi. Ça va arriver chez toi. Donc, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, ça concerne toute l'Afrique. Ça concerne toute l'Afrique. Parce que ce sont des militaires qui font des coups d'État. Mais au Gabon, ce n'est pas coup d'État. Et puis, ce qui est fait coup d'État, vous n'avez pas remarqué les gens là, de façon sophistiquée. Vous savez qu'ils font de façon smart. C'est toujours le garde rapproché du président qui fait le coup d'État. Mais de façon smart. À part ce qui s'est passé, qui a échoué du côté du Congo, RDC, mais c'est smart. Avant le coup d'État, on entend boum, puis on voit les oui, les militaires dans les rues. Maintenant, là, c'est des vrais snipers. On est couché, on se réveille, là, ah, le président, il est assis lui seul. On dit, il fait quoi? On le montre dans la télévision nationale. C'est smart, hein? On le montre à la télévision, puis il dit, mes amis, chantez pour moi. Criez. Hein? C'est ça là on veut pour l'Afrique. Est-ce que c'est ça la démocratie que nous souhaitons pour le continent africain? Est-ce que c'est ça la démocratie que nous voulons pour le continent africain? Pour les États africains, c'est cette démocratie que nous voulons. Donc on ne peut pas apprécier les juntes militaires à géométrie variable. Moi, je suis contre ça. Et c'est ce que je dis. Et là, c'est là, au moins, il faut le reconnaître quelque part. Et ça, même des hautes personnalités françaises le disent. C'est l'ambiguïté dans laquelle la France s'est trouvée aujourd'hui, où elle est un peu coincée. Parce qu'elle est coincée. Elle est coincée. La France se trouve dans cette ambiguïté où elle est coincée aujourd'hui. Et ça, on peut le dire. Mais on peut le dire de façon intellectuelle. On peut le dire intellectuellement. On peut poser ce problème-là de façon à ce qu'on puisse en débattre sereinement. Mais pas sur un plan démagogique. Et c'est là où on perd du crédit dans ce qu'on dit. Parce que si on pose ça sur un plan démagogique, on va perdre du crédit dans ce qu'on dit. Parce que au Gabon, il y a un coup d'État qui a été fait. Au Mali, il y a un coup d'État qui est fait.
Au Burkina, il y a un coup d'État. Et ça a été relayé. Moi, je vous le dis, je peux vous le dire, ça a été relayé pendant la séance de travail à l'Assemblée nationale. Ça a été relayé. Oui, on reconnaît qu'on ne peut pas, un côté applaudir un coup d'État et l'autre côté dénoncer un coup d'État. Donc, à un moment donné, il faut être crédible. Ou on est contre les coups d'État, on les dénonce. On n'a pas à choisir un et puis on n'a pas à dénoncer un. Donc, aussi dans la tête de la masse africaine, elle est perdue, elle ne comprend pas. Elle se dit, mais attends, d'un côté, vous ne pouvez pas apprécier, d'un autre côté, vous ne pouvez pas détester. Donc, ça crée de la confusion et la parole, à ce moment-là, de la France, a du mal à passer. C'est pas parce que les Africains détestent la France. Moi, je ne crois pas du tout que les Africains puissent détester la France. Le pays, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel Africain où il a envie de partir, en Europe, tu dis, mais tu veux partir en vacances dans quel pays? Il dit la France. Il ne va pas te dire la Russie, hein, parce que moi, je ne vois pas des Africains qui sont contents de partir en Russie en vacances. Je ne crois pas du tout. Ni même en Chine, je ne crois pas du tout. Le pays où tu demandes à n'importe, tu vas dans un village éloigné même là. Tu dis, tu veux aller en vacances où? Il va te dire la France. Donc, il y a un amour entre la France et les pays francophones, qui est un amour réel, qui existe, qui existera, parce que nous avons quelque chose en commun qui est très fort. Et ce lien-là, pardonnez, ce n'est pas la Russie qui va le briser, ce n'est pas la Chine qui va le briser, ni même les États-Unis qui, eux, viennent chercher les intérêts, je vous ai dit. Faut pas croire qu'ils sont copains la France. Hein. Ici, on a vu ici avec les sous-marins en Australie. Là. Ils ont fait quoi? Ils sont passés derrière la France, ils ont arraché le contrat à la France. Et puis, ça ne leur dit rien. L'État américain n'a pas camarade. Il n'a que ses intérêts. Et ses intérêts, c'est que l'Amérique. Tant que l'Amérique se porte bien, le reste du monde, ce n'est pas leur problème. Et donc, c'est pas les États-Unis sont aussi en Afrique, ils viennent aussi avec leur soft power, récupérer, s'installer, installer. Il y a des bases américaines qui sont en Afrique. Au Mali, il y a une base américaine. Au Niger, il y a une base américaine. Au Burkina, il y en a. Mais pourquoi c'est la France qu'on chasse? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Et ça, moi, je ne vais pas venir dessus. Je vais m'arrêter dessus. Je ne vais pas venir sur ça. Je dis, les mêmes bases, il y a des bases. Et quand on dit renseignement, tout là, les États-Unis ont leurs bases au Mali, ils ont au Niger, ils ont au Tchad, ils ont au Burkina, ils en ont au Sénégal. Pourquoi c'est la France qu'au Mali on chasse? Pourquoi c'est la France qu'on chasse au Burkina? Pourquoi c'est la France qu'on chasse au Niger? Réfléchissez, hein. Parce que les États-Unis, au moment où tu vas savoir que tu as dit là, c'est 20 ans après. La France a fait la même chose. La France a fait la même chose. Elle a fait, mais c'est 20 ans après. C'est 20 ans après le traité de Maastricht que la France dit, c'est dans ça ils nous ont mis. Mais vous allez faire comment? Vous êtes déjà dedans. Vous ne pouvez plus sortir. Vous êtes plongé, on est dedans. Pieds, mains liés, on est dedans. Vous parlez, le FMI ferme le robinet. Parce qu'ils ont le FMI pour vous bloquer. Tu discutes, ils ferment. Tu veux faire façon, ils commencent à activer tout leur réseau là. Ils vont commencer à citer ton pays, que ton pays a un retard de paiement, ton pays a une cotation, ton pays a ceci. Ils vont commencer à te perturber, à t'harceler même spirituellement, intellectuellement. Ils vont te perturber. Ils ont ça. Donc la France est bloquée. Elle est coincée comme nous autres là, on est assis dedans. Donc ça, on a qu'à vous faire un schéma commun. Donc la France et les pays francophones, on a le même destin commun. On est dans l'eau. On est assis. Donc, si vous pensez que un chercheur a dit la France n'a qu'à aller dehors, que les Chinois vont rien vous apporter. Ils vont tout prendre. Comme d'habitude, la Chine, elle prend jusqu'au dernier sous-sol, elle prend. Elle ne te donne rien. Elle ne va pas former tes cadres. La France a formé tes cadres. La Chine ne va pas former tes cadres. Non. La France a fait de la formation. C'est que la France, là, elle prend, elle te donne. La Chine, non seulement elle ne forme pas tes cadres, elle vient prendre tout. Elle amène tout en Chine. Elle ne te donne pas grand-chose. Elle va faire quoi? Les routes qu'elles font, il n'y a même pas qualité. Les ponts qu'elles font, il n'y a pas qualité. Regardez dans les pays de l'Est. Donc, notre ami là, notre allié là, notre ami sûr, allié, quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est la France.
Quand je le dis, on va penser que oui, Gouza, elle défend la France. Je défends les pays francophones. Parce qu'il sent qu'on est en train de partir dans un gouffre. On va dans l'incertitude. En rêvant la Russie, en rêvant. Je n'ai rien contre les Russes, hein, parce que moi, je n'ai pas en guerre la Russe. Je n'ai rien contre eux. Mais j'ai dit que c'est de l'incertitude. Parce qu'en Guinée-Conakry, là, les Russes n'ont pas développé la Guinée-Conakry. Donc, ils n'ont pas pour... Dans leur politique, dans leur stratégie, ils sont pas là pour développer vos pays. Ils vous donnent l'argent. Que vous soyez corrompu, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Si vous voulez bouffer, si vous voulez construire, ils ne sont plus à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas abandonner les populations dans la main des jeunes comme ça. Et c'est en cela où j'ai dit que il faut encourager l'initiative du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il est jeune. Les jeunes sont jeunes. Donc, il faut encourager son initiative de vouloir recréer du lien et renouer le dialogue. Renouer le dialogue avec ces jeunes, pas ces jeunes, mais avec les populations et avoir un regard quand même sur les populations qui sont dans ces pays-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au Burkina, on ne sait pas ce que vit la population, parce que c'est ce que les jeunes veulent faire passer comme information, ils font passer comme information. Mais les réalités des populations, on ne connaît pas. S'ils meurent, s'ils souffrent, s'ils mangent, s'ils boivent, s'ils dorment, on ne sait pas. Pareil pour le Mali, et pareil pour le Niger. Il faut renouer du lien afin de permettre un dialogue et poser la question des institutions, parce que c'est ça. Comment relever les institutions du Burkina, les institutions du Mali, les institutions au Niger? Comment relever les institutions? Donc, ces questions doivent être posées. Mais comment on peut poser ces questions? Parce qu'aujourd'hui, la stratégie de la Chine et de la Russie, c'est fait quoi? Il faut que, surtout de la Chine, souvent on peut dire, je ne pense même pas que c'est la Chine. Moi, je dis que, très sincèrement, je ne crois vraiment pas que ça soit vraiment la Russie derrière le Mali et le Burkina et le Niger. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas trop. Ce que je dis là, pour ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Hein. Mais moi, je ne crois pas que ça soit vraiment... La Russie a ses intérêts au Mali. La Chine dans les pays au Mali, parce que le Mali est je pense que c'est le 3e pays producteur de l'or. Hein? Je crois. Hein? Attendez, il faut que je vérifie ça. Le Mali, là, ils ont de l'or, ils sont producteurs d'or, hein, le Mali. Attendez, on va regarder le Mali. L'or, quel rang le Mali? Premier producteur, troisième producteur, 5e, je ne sais plus, d'or. 3e producteur d'or. Je vois producteur d'or. Pour ceux qui sont là, essayez de chercher ensemble. Mali producteur d'or. Je pense qu'ils sont. Je cherche leur rang. Ouais, je cherche le rang du Mali parce qu'il faut que je le trouve. En 2000, rappelons que le Mali a produit 72,2 tonnes d'or. Si ces prévisions se concrétisent, la production totale d'or devrait atteindre 73,7 tonnes en 2023. Donc le Mali, pour vous êtes là, le Mali doit être en tout cas dans les 10 premiers producteurs d'or. Moi j'ai été surprise de savoir que maintenant le Mali produit de l'or et les populations sont aussi pauvres comme ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est malheureux. Donc il y a bon, je cherche le rang mondial du Mali là. Voilà le rang mondial, il faut que je trouve. Quel pays africain a le plus d'or? D'accord.
Et bien voilà, entre les pays africains qui ont le plus d'or, il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Mali et le Burkina Faso qui sont en tête de production. Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire ça? C'est que les pays africains là, qui ont le plus d'or là, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et le Burkina qui sont en tête. Or, normalement, que les États-Unis là, le dollar là, le dollar a récupéré tout l'or des pays et puis lui, il est fort. D'accord? Mais les Chinois, je vais vous expliquer une fois, les Chinois et les Russes, ils sont allés, ils ont pris l'or. Donc, comme ils ont maintenant des réserves d'or là, ils disent qu'ils veulent leur propre monnaie au niveau des pays émergents pour concurrencer le dollar. C'est ça le nœud de la guerre. Ils veulent leur monnaie pour concurrencer le dollar mondialement. Voilà la guerre dans laquelle on est aujourd'hui. Guerre là, c'est entre les États-Unis et puis la Chine. C'est pas quelqu'un. Même, c'est même pas la Russie même. Mais en attaquant même la Russie là, c'est pour déstabiliser davantage la Chine. Puisque, pour ceux qui ne savent pas là, la Russie là et la Chine là, ils se touchent là-bas. Les mêmes populations qui sont en Russie, en Chine là, ils sont les Yougos, ils sont en Russie. Vous avez compris? La Russie n'est pas la cible des Américains en réalité. C'est la Chine qui les intéresse. C'est la Chine qui a beaucoup d'argent et puis qui est devenue puissance industrielle, militaire, quoi. C'est ça là même qui rend Sam zinzin. Et puis il est devenu zinzin. Sam est devenu zinzin. Il est prêt à mélanger le monde pour ça. C'est dans ça qu'on est assis. C'est-à-dire que le monde là, Sam, lui, l'eau. C'est-à-dire que l'eau simplement la fait frontière naturelle. Tu vas lancer quelque chose, ça va tomber dans l'eau. Pour l'atteindre, c'est difficile, mais ils sont fous. Il est prêt à foutre. C'est-à-dire qu'il est devenu zinzin à cause de ça. Donc, on ne peut pas s'engouffrer dans une histoire qui ne nous regarde pas, qui ne nous apporte rien. Ils vont se faire la guerre là. Économiquement, ça ne va rien nous apporter, nous les Africains. Mais humainement, on va avoir des pertes en vie humaine. Mais on cherche quoi là-dedans? Mes frères du côté du Burkina Faso, du côté du Mali, du Niger. La guerre des États-Unis puis de la Chine là. C'est pas notre guerre. C'est pour ça que je dis que je suis assise. Je me dis, moi je ne crois pas. Je pense que ce n'est ni la France, ce n'est ni la Russie. Mais entre les États-Unis et puis la Chine là, entre les deux là, Mali, Burkina et puis Niger là, entre les deux là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Parce que les gens, on a train de nous distraire, on fait croire que c'est la Russie qui est derrière les Maliens, c'est la Russie qui est derrière les Burkinabés, c'est la Russie. Moi, peut-être que j'ai réfléchi trop, mais j'ai dit que ça se joue entre les deux pays là. Il y a quelqu'un. On nous amène sur un terrain pour nous distraire, mais il y a quelqu'un. Oncle Sam là, lui-même il est capable d'être derrière là. Et puis, il va nous mettre dans un fafouassé. Au moment où on va s'en rendre compte. Parce que lui, là, il veut maîtriser maintenant l'Afrique noire. Donc, l'Afrique noire, il sait que c'est précaré de la France. Donc, lui, là, il peut chasser la France stratégiquement. Mais quand la France va s'apercevoir, je pense qu'elle sait. C'est maintenant qu'elle s'en rend compte. Mais là, c'est très délicat. Et je vais m'arrêter là-dessus. Et donc, je veux dire que il faut encourager la démarche du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Certains peuvent ne pas aimer sa tête. Peut-être qu'il n'a pas la bonne tête. Ce n'est pas la tête qu'on aurait voulu. Mais il a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement. Moi, je suis pour le respect des institutions. Et il a été élu démocratiquement. Parfois, là, celui qui a la bonne tête, tu crois qu'il a la bonne tête, là, il ne réussit pas là où tu crois qu'il devait réussir. Il faut laisser
Il faut l'encourager dans sa démarche. Peut-être que ça marchera. La politique, c'est de la stratégie. La géopolitique, c'est de la stratégie. Et aujourd'hui, bon, on va écouter et puis on va se laisser. Parce qu'aujourd'hui, chacun est campé dans ses positions. Et puis, plus les gens se replient sur eux, ils deviennent fous. Plus les gens se replient sur eux, ils deviennent fous. Donc, il y a des populations qui sont au Burkina. Il y a des qui sont certainement des otages. Il y a des populations qui sont au Mali, qui sont certainement des otages. Il y a des populations qui sont au Niger, qui sont certainement des otages. Et ça, plus les gens sont retranchés, ils sont repliés sur eux, ils deviennent fous. Et un fou, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire aux populations. Et donc, il faut encourager, moi c'est mon point de vue, hein, maintenant après chacun est libre d'interpréter, il faut encourager la démarche du président Bassirou Diomaye Faye. Et on va, parce que j'étais à l'Assemblée quand j'ai appris même qu'il était au Burkina, et au Mali, au Burkina, je ne savais pas. J'étais à l'Assemblée quand j'ai appris ça. Et c'est comme ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut encourager vraiment. On va écouter parce que... attendez, je vais mettre ça là parce que souvent il y a des publicités là. Vous avez bloqué mon truc ici de me donner. Il faut encourager vraiment sa démarche. Ça peut donner des choses. Ça peut faire... Voilà, on va écouter. Voilà. Ibrahim Traoré. On écoute. Hein. Pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation. Et par sa voix, remercier l'ensemble du peuple burkinabé pour cet accueil-là. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail que je suis venu effectuer. Je suis venu aussi dire merci au président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère de Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Et je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabé frère dans la période difficile qu'il traverse, mais lui dire aussi mon admiration pour la vaillance de ce peuple-là, sa combativité et sa résilience. Et je sais que la dignité et l'honneur dont ils ont fait preuve, je veux dire les Burkinabés avec son leadership, permettra... Vous entendez la partie dont ils ont fait preuve, je veux dire les Burkinabés. Donc, il a mis le peuple burkinabé au cœur de sa visite. Et ça... Très rapidement, avec la solidarité agissante des pays comme le Sénégal et d'autres pays africains, de triompher et de faire face aux défis qui retardent quelque peu le décollage de tous les pays africains, notamment dans le Sahel. Nous avons des défis communs. C'est aujourd'hui le défi sécuritaire qui est le plus prégnant, le défi de la migration irrégulière, les défis de la lutte contre les trafics d'êtres humains et de trafic de substances illicites. Et ce n'est que dans la concertation, les échanges de renseignements, les opérations conjointes qu'on réussira ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux des temps modernes qui gangrènent aujourd'hui beaucoup de pays et qui retardent, comme je l'ai dit tantôt, le décollage de ces pays-là. Je repartirai du Burkina Faso très réconforté de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité du président Ibrahim Traoré, mais surtout
de sa disponibilité à renforcer avec nous l'axe Dakar-Ouaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aider, nous discuter s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre, et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concerné, parce que les fléaux, il y a toujours une zone de démarrage, mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement ni indirectement, et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, et qu'elle continue à être cela et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis communs que j'ai cités tantôt. Voilà. Vous voyez, j'étais à l'Assemblée nationale quand ils ont parlé de la visite du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Oh, je ne savais pas du tout, hein. Je ne savais même pas qu'il avait une visite, et quand j'ai appris, c'est là, vous verrez sur ma page, j'essaierai de couper un extrait après de le republier, parce que, je ne sais pas, il y a assez de temps, d'où mon intervention, j'ai dit, il faut encourager, il faut pas blâmer, mais il faut encourager les initiatives qui peuvent conduire à un dialogue et en même temps avoir un regard sur ce qui se passe à l'intérieur. Parce que on peut pas, plus que je l'ai dit, plus les gens sont repliés sur eux, ils peuvent devenir fous. Plus les gens sont repliés sur eux, ils peuvent devenir fous. Et tout est figé. Tout est figé de sorte que chacun s'invente sa démocratie. En fait, voilà. Chacun s'invente sa démocratie. Oh, c'est la démocratie qui nous permet de vivre ensemble, en fait. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. S'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de vie. Et donc, on ne peut pas jouer avec ces instances-là. On ne peut pas jouer avec les principes démocratiques. Et c'est en cela, comme les gens l'ont dit, que la France, il faut qu'elle sorte de ce standard de double discours. Il faut que, et maintenant, que c'est pas de prendre position, parce que la France n'a pas à prendre position, mais c'est d'avoir une seule parole sur ces questions. Et ça, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais je vais dire que il faut vraiment renouer, pas renouer, je ne dis pas, mais il faut créer ce cadre de dialogue. Parce que, regardez aujourd'hui, le G5 Sahel, il ne reste que 2 dans le G5 Sahel. Il reste que, on dit G5 Sahel, c'était une force, parce que l'armée tchadienne était une armée qui est une armée qui est très forte, qui est solide, l'armée tchadienne. Hein. L'armée tchadienne, elle est solide, elle est forte. En Afrique, on va dire Afrique noire,
l'armée tchadienne est l'armée la plus forte. Vous avez vu, l'armée tchadienne est l'armée la plus forte. Mais ça n'a pas empêché qu'un chef d'État, un président, qu'ils aient assassiné un président. Donc, l'Afrique est déstabilisée complètement. Elle est déstabilisée de l'intérieur. Or, la CEDEAO est quand même l'instance qui permet d'avoir toute cette famille-là. Maintenant, aujourd'hui, on se déstabilise nous-mêmes, en fait. C'est là le problème de la CEDEAO. On se déstabilise nous-mêmes. Donc, les questions de démocratie, vraiment, ce sont des questions qu'il faut traiter avec des passions. Qu'il faut... Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le manque de respect des principes démocratiques qui entraînent tout ça. Tout ça, c'est le manque de respect démocratique. Si merci Koulibaly, ils sont salués. Si, quand on parle des juntes militaires, c'est parce qu'ils ne respectent pas les principes. Parce que faire un coup d'État, c'est contre la démocratie. Les juntes, les pushs, c'est contre la démocratie. Mais à la fois, il faudrait... l'exemple, il y a eu des exemples qui ont été donnés dont je ne citerai pas les noms du tout pendant ces échanges à l'Assemblée. La France prend des positions parfois qui peuvent susciter des colères sur un certain nombre de sujets. Nous avons des institutions, nous avons des institutions démocratiques. Ces institutions démocratiques, il y a des principes démocratiques. Parce que avoir des institutions et ne pas respecter les principes, c'est comme si on n'avait rien. Et moi, comme certains l'ont dit, mettre sur le même angle des coups d'État, comment ils appellent ça, coups d'État constitutionnels et coups d'État armés, je n'irai pas sur ce volet-là, comme je l'ai dit en séance de travail, je n'irai pas sur ce volet-là, je dirai pas comme ça, mais je pense qu'il faut encourager la bonne marche de la démocratie, l'expression démocratique. Il faut que les principes démocratiques soient respectés et il faut que la masse soit éduquée, il faut qu'elle soit instruite sur la citoyenneté, sur les valeurs démocratiques, sur les principes démocratiques. Quand la masse elle-même va prendre conscience de ce que c'est que la démocratie, du fonctionnement de la démocratie, il n'y aura pas de coup d'État. Et c'est ça aujourd'hui en France, quelles que soient les crises qui traversent la France, vous n'allez jamais entendre ce genre de choses parce que la masse est éduquée. Parce que dès le bas âge, on éduque l'enfant. On dit la petite enfance. La petite enfance, on éduque l'enfant, les droits, les obligations, les devoirs, le rôle du maire. Ça commence toujours par le rôle du maire. La première journée de ton enfant à l'école, quand il revient net, je ne sais pas si c'est quoi, la première des choses, pour qu'il ait le déclic, c'est que la première des choses, c'est la télécommande. Toi-même, tu es étonné. Il revient de l'école net, il prend la télécommande, comme si on l'a déjà dit, tu sais, à la maison, tu as le droit de prendre la télécommande, de faire, de changer de chaîne quand tu veux. Donc, on explique déjà à l'enfant son droit. Tous ceux qui ont les enfants ici, là, posez-leur la question. Premier jour d'école, là, quand les enfants reviennent de l'école, là, l'enfant qui va en petite section, en maternelle, là, il va en maternelle, là. Dès qu'il revient net, c'est la télécommande. Il arrive d'être là, il est assis dans le canapé, puis il chante ta chaîne. Toi-même, tu es étonné, tu dis, mais depuis quand tu chantes des chaînes? Il dit, j'ai le droit. Ah bon? Tu as quel droit? Il t'explique qu'il a le droit déjà. Jacques Masson, merci. Il t'explique qu'il a le droit déjà. Donc, dès le bas âge, on explique à l'enfant ses droits. Ses droits. Mais il faut ajouter ses obligations. Et donc, toi, le parent, tu lui dis, ok, très bien, tu as le droit, c'est vrai. Tu as le droit, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais mon coco, tu as aussi les obligations. La télévision, tu as le droit de regarder la télévision. Mais c'est moi qui définis l'heure. C'est moi qui définis les périodes. Et pour ça, tu dois être... C'est comme une forme de récompense. Et puis, c'est toi qui éduques ton enfant derrière. Mais
Si on ne fait pas ça, la masse ne peut pas comprendre. Mais l'enfant, même là, les enfants ici, là, quand tu lui dis voter, je vais vous donner une anecdote. Chez Maïwe, il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était sûr, voilà, il y avait un débat, puis il y a des discussions comme ça souvent, un débat, puis il dit, il regardait, il dit, voilà, des ministres, il a employé un truc là, il dit, mais des ministres qui n'ont aucune compétence, qui ne savent pas ce que c'est que travailler, ils sont nommés ministres. Il dit, mais est-ce que c'est un métier ça? Des gens sont nommés ministres, mais ils ne savent pas ce que c'est que... Il a donné, ils ne connaissent pas la valeur du travail, mais ils sont ministres. Ils n'ont pas, il dit, ils n'ont pas fait des études poussées, ils sont ministres. Quand il a sorti ça, je l'ai un peu poussé pour comprendre où est-ce que, voilà, comprendre. Il dit, mais la politique, ça sert à quoi? Il dit, ça sert à quoi? Il dit, finalement, tu te dis, ça sert à quoi de voter? Parce que les gens, ils votent pour ne pas que ça change. Rien ne change. Donc, ça sert à rien, maman. Je dis, si, ça sert de voter. Il dit, je comprends, mais... Et il commence à mener sa réflexion. Je dis, mais ça sert à voter quand même. À t'exprimer. Et ça, c'est important. Donc, on parlait des Européennes, tout ça. Il dit, c'est important. C'est important. Ça sert à voter, à s'exprimer. Et puis, on rentre dans la réflexion. Donc, c'est... Et ça, vous voyez, ça sert à quoi de voter si rien ne change? Donc, on est en train de créer la méfiance. C'est-à-dire que les politiques créent la méfiance complètement démocratique. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, aujourd'hui, on parle de crise aussi. Parce que la crise démocratique, elle est là. C'est pas comme chez nous en Afrique, comme elle est rude, on casse les institutions, on est dans les coups d'État, dans les putsch ou autres. Mais ici, il y a la crise démocratique aussi. Parce que les gens se désintéressent à l'expression démocratique. Et ça, c'est dangereux. Quand il y a un désintérêt, on n'est pas très loin de prendre la rue. C'est pour ça, aujourd'hui, vous voyez, même tous les partis politiques en France, on demande, on leur donne la rue, mobiliser les gens dans aller voter, parce qu'il faut que les gens s'expriment. Quel que soit qui va gagner, mais il faut qu'ils s'expriment démocratiquement. Ça permet d'éviter des crises, des coups d'État, des chantes, des crises militaires, des crises politiques. Ça permet d'éviter tout ça. C'est ça la démocratie. C'est pour ça que moi j'encourage beaucoup et que j'espère que dans les pays africains, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui est au cœur des préoccupations et des enjeux. C'est l'Afrique de l'Ouest qui est au cœur des enjeux. Et quand je vous dis l'Afrique de l'Ouest est au cœur des enjeux, l'Afrique de l'Ouest est au cœur des enjeux. Je fais peur à personne, mais l'Afrique de l'Ouest est au cœur des enjeux. La démocratie, là, on a qu'à la respecter. Les principes démocratiques, on a qu'à les respecter. Et moi, je dis, c'est en cela, je dis, il faut encourager l'initiative des Bassirou Diomaye Faye. On peut ne pas apprécier sa tête, on peut ne pas l'aimer, mais ce n'est pas de l'aimer, de savoir qu'il a été élu démocratiquement, et ça, c'est important. Donc, si on a un jeune président qui est élu démocratiquement, personne n'a misé sur lui. Personne n'a misé sur lui. Mais il a été élu démocratiquement. S'il prend son bâton pour dire, voilà, ce sont les jeunes qui sont au Mali, ce sont les jeunes qui sont au Burkina. Avant d'y aller, il est parti en Côte d'Ivoire, il a rencontré le président ivoirien. Il a fait le tour. Ensuite, il dit, bon, ok, je vais aller rencontrer les jeunes qui sont en armes au Mali. Il allait les rencontrer. Je vais aller rencontrer des jeunes qui sont en armes au Burkina. Il allait les rencontrer. Tout ça, ça participe à avoir un déclic. Parce que vous êtes des jeunes, vous êtes des militaires, vous êtes en armes. Mais vous avez un jeune qui a été élu démocratiquement. Ça veut dire que des jeunes peuvent être élus démocratiquement au Mali. Ça veut dire que des jeunes peuvent être élus démocratiquement au Burkina Faso. Et donc, il faut voir ça de façon beaucoup plus large et de façon lointaine. Il ne faut pas voir la démagogie des gens, comme on a entendu là, ces crétins là d'intellectuels africains. Ah, Bassirou Diomaye Faye, pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire? Pourquoi il a salué Alassane Ouattara? Mais Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal. Il a son agenda présidentiel. Le président Alassane Ouattara est son homologue, même si c'est son grand frère, mais c'est son homologue. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils ont des relations. Ils ont des liens historiques. Ils ont des liens à préserver. Et c'est normal qu'il aille en Côte d'Ivoire en visite d'État. Qui décide d'aller au Mali? C'est normal qu'il aille au Mali.
C'est des jeunes qui sont en armes, des militaires qui sont en armes au Mali. Mais lui, les jeunes présidents élus démocratiquement. Mais ça, c'est... Pour moi, il y a plusieurs messages derrière ces visites. Et donc, il faut encourager et que nous espérons que l'Afrique de l'Ouest réussira à s'en sortir et sortira de ce guet-apens dans lequel l'Afrique de l'Ouest est plongée depuis bientôt 13 ans, parce que c'est depuis 2011-2012, depuis 13 ans, l'Afrique de l'Ouest est plongée dans une instabilité, mais qui ne dit pas son nom, on ne finit pas, ça continue. Il faut encourager, et puis pour que dans pas longtemps, il y a des échéances électorales en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays africains, en 2025. Il faut penser, il faut mener la réflexion, il faut pousser la réflexion, il faut permettre à ce qu'on ne replonge pas dans les travers, on ne replonge pas dans les crises. Ça ne va pas arranger quelqu'un. Aujourd'hui, là, il y a la Côte d'Ivoire qui s'est stabilisée. Il y a le Ghana, c'est un peu cloupin. Il y a le Bénin, et je suis très inquiète aussi pour le Bénin. Et que moi, comme je le dis, hein, c'est mon point de vue. Après, chacun apprécie, n'apprécie pas. De toute façon, j'ai donné mon point de vue. Et que moi, j'espère que le président Talon ne se présentera pas. J'espère que le président Talon organisera les élections sans se présenter. Et comme ça, il sera au-dessus des mêlées. Et qu'il sera certainement un recours. Il ne faudrait pas que le président Talon se présente au Bénin. Il ne faudrait pas que le président Talon se présente au Bénin. Je le dis et je m'arrête là. Il ne faudrait pas qu'il se représente au Bénin. Parce que le Bénin peut tomber dans une crise qui n'est pas bien. Le Bénin peut tomber dans une crise qui va même emporter même le Togo sur la route. Je vais m'arrêter là. Ce n'est pas mon souhait. Je veux juste dire la paix en Afrique de l'Ouest, la stabilité pour l'Afrique de l'Ouest, le développement pour l'Afrique de l'Ouest, et que les peuples puissent construire l'avenir ensemble. On peut ne pas être de même obédience politique ou religieuse, mais on peut penser ensemble l'avenir, parce qu'on est obligé de vivre ensemble. Bonsoir, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets. C'était Gouza Naounou depuis Paris. Merci.